Donc, nous allons commencer cette deuxième séance vidéo pour le cours P2212. Donc, dans cette séance, on va continuer euh, la dérivation de l'énergie potentielle, comme on avait vu dans la première séance. Juste une petite remarque avant de commencer. Dans la première vidéo, j'ai quelque part dit dans le calcul de l'angle θ qu'on faisait un tour complet de 180 degrés. Bon, vous connaissez très bien que 180 degrés, c'est un demi-tour, pas un tour complet, donc faites attention. Bon, donc je passe à la dérivation, ou à la démonstration de l'équation de l'énergie potentielle qu'on a trouvée la fois dernière. Bon, je vais prendre un exemple. Donc, dans les mêmes conditions précédentes, c'est-à-dire que le potentiel à l'infini est supposé être nul. Bon, on va prendre un petit exemple. On va supposer une balle qui est lancée à travers la surface de la Terre, qui est lancée vers le haut avec une certaine vitesse initiale. Et on va trouver l'énergie potentielle de cette balle qui est lancée vers le haut. Donc, on va considérer un point, la position P à un certain temps. Et pour cela, on va commencer par calculer le travail. Donc, le travail exercé par la force gravitationnelle sur ce mouvement, ou bien sur cette balle qui est en mouvement vertical vers le haut. Donc, c'est une force qui est variable en fonction de la distance du centre de la Terre, donc la distance variable. Donc, comme vous le savez, le travail W, donc c'est l'intégrale de F par dr. Donc, dr est le déplacement sur l'axe, disons, l'axe vertical qui est vers le haut. Donc, cette intégrale qui est qui commence par la surface de la Terre, donc de la position qui est à une distance r du rayon, du centre de la Terre, pardon, donc de ce point jusqu'à l'infini. Donc on va supposer que cette balle pourrait continuer son mouvement jusqu'à l'infini. Donc on va calculer le travail de r jusqu'à l'infini de la force F, donc c'est l'intégrale de F par dr. Donc, vous connaissez très bien cette équation d'après le cours de mécanique classique. Comment calculer le travail? Donc, je suppose que vous êtes familier avec cette équation, ce calcul du travail. Bon, on a la quantité F fois dr, bien sûr, F, la force gravitationnelle, elle est fonction du rayon R ou bien de la distance au centre de la Terre. Donc, c'est un produit de deux quantités vectorielles. Donc, c'est F fois dr fois cosinus θ, tel que θ est l'angle entre les deux forces. Donc, la force est verticale vers le bas, le déplacement est vertical vers le haut. Donc, l'angle θ entre ces deux vecteurs, c'est 180 degrés. Donc, son cosinus est moins 1. Donc, F fois dr, tout en connaissant que F, c'est la force gravitationnelle. Donc, c'est Gm fois m sur r carré. Donc, fois dr, avec ce cosinus θ, donc qui est moins 1, c'est le cosinus de 180 degrés. Donc, on remplace dans cette équation. Donc, G est une constante. Les masses, bien sûr, sont des constantes avec le signe moins. Il nous reste de calculer l'intégrale entre R et l'infini de la quantité 1 sur R2 dr. Donc, là, l'intégrale de 1 sur R2 de moins, avec le signe moins, donc l'intégrale de moins 1 sur R carré, c'est 1 sur R, donc
c'est GMM sur R entre R et l'infini. Bien sûr, si R tend vers l'infini, ce rapport devient nul, donc c'est 0 moins GMM sur R, donc on peut remplacer là R par grand R, qui est le rayon de la Terre. Donc notre travail, le travail nécessaire pour faire déplacer cette balle de la surface de la Terre jusqu'à l'infini est égal à moins Gm petit m sur R ou bien même grand R, le rayon de la Terre. Bon, vous savez aussi que la différence d'énergie potentielle delta U, ce que vous avez vu l'année dernière, est égale à moins le travail, ou bien moins la variation de travail, moins delta W, si vous voulez. Donc, U final moins U initial, ou bien U à l'infini moins E est égal à moins W. Or, les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est que U infini est nul, donc la supposition qu'on avait fait la fois dernière. Donc, cette quantité U à l'infini, elle est nulle. Donc, ce qui reste, c'est que U est égal à W, tout simplement, qui est égal à moins GMM sur R. Donc, c'est la démonstration de cette expression de l'énergie potentielle. Donc, elle est égale à moins la constante gravitationnelle G fois le produit des deux masses divisé par le rayon R. Bien sûr, il faut noter que le travail est une quantité qui est indépendante du chemin suivi, surtout que cette force gravitationnelle est une force conservative. Donc, rappelez-vous de ce que vous avez pris en mécanique. Donc, c'est un travail qui est indépendant du chemin suivi. Donc là, si on suppose que c'est la planète Terre, si le trajet n'était pas vertical entre le point A et le point E, si on prend cette trajectoire, par exemple, de A vers B, puis de B vers C, puis de C vers D, puis donc le chemin suivi jusqu'à E. Vous savez très bien que sur les parties horizontales, le travail est nul parce que la force est perpendiculaire au déplacement, donc le cosinus est nul. Donc sur ces parties horizontales, le travail est nul. Donc on ne considère que le travail sur les parties verticales, sur le trajet vertical. Donc c'est comme si on calculait le travail sur un trajet vertical entre A et E. Donc vous trouvez bien que le travail est une quantité qui est indépendante du chemin suivi. Donc, puisque notre delta U est égal à moins W, qui est le travail d'une force conservative, donc U final moins U initial, puisque c'est égal au travail, donc aussi l'énergie potentielle, ou bien le potentiel U, est aussi indépendant du trajet suivi. De même que le travail, puisque ce sont deux quantités équivalentes. Le potentiel, ou bien la variation du potentiel et le travail. Bon, passons maintenant à une autre quantité qui nous intéresse aussi, qui est le potentiel et la force, donc la relation entre potentiel et force. Donc, nous allons faire marche inverse maintenant, tout en connaissant que la force, elle est équivalente à moins le gradient d'un potentiel, ce que vous savez déjà. Donc, si on prend sur une direction x, la force qui est fonction de x, elle est égale à moins d de e qui est fonction de x sur dx. Bon, si on prend sur une direction qu'on va appeler r comme le rayon, donc dans ce cas, f est égal à moins du sur dr. Donc, c'est moins d sur dr de la quantité u
qui est moins GMM sur R. Donc, la dérivée par rapport à R du potentiel E, ce qui nous donne donc moins et moins. Donc, la dérivée de 1 sur R, donc 1 sur R2, donc vous retrouvez moins GMM sur R2, qui est la loi de Newton de la gravité. Bien sûr, le signe moins, c'est juste pour vous montrer que c'est une force attractive dirigée vers l'intérieur de cette sphère qui est la Terre, donc vers le centre, vers l'intérieur, d'où ce signe négatif. Donc, nous passons maintenant à ce qu'on appelle la vitesse de libération ou bien vitesse d'évasion. C'est le cas quand vous lancez un objet à partir de la surface d'une planète, de la Terre ou autre, et cet objet échappe à la gravité de cette planète. Par exemple, si vous lancez un objet de la surface de la Terre, il existe ou bien il y a une certaine vitesse à partir de laquelle cet objet va échapper à l'attraction gravitationnelle à façon de ne plus retomber sur Terre. Donc, théoriquement, c'est comme s'il continue son chemin jusqu'à l'infini. Donc, il arrive à l'infini avec une vitesse nulle. Donc, ce minimum de vitesse pour libérer un objet de l'attraction gravitationnelle d'une planète est appelée la vitesse de libération, ou bien la vitesse d'évasion. On va considérer un projectile, donc c'est un projectile qu'on va lancer verticalement avec une vitesse initiale. Donc, ce projectile aura une certaine énergie cinétique qui est équivalente à 1 demi mv carré. Et il a aussi une énergie potentielle qui est moins GMM sur R. Donc, si nous supposons que ce projectile va arriver à l'infini avec une vitesse nulle, donc son énergie cinétique finale devient nulle à l'infini. Et aussi, le potentiel, comme nous l'avons pris dès le début, le potentiel à l'infini est nul. Donc, à l'infini, la conservation de l'énergie nous dit que la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, K plus E, elle est nulle. Donc, si elle est nulle à l'infini, elle est aussi nulle initialement à la surface de la Terre au moment où cet objet est lancé. D'après la conservation de l'énergie mécanique, donc si K plus E est nulle, elle est nulle partout. Donc, 1 demi mv carré, la vitesse initiale, la vitesse de lancement, plus le potentiel moins GMM sur R est égal à 0. Dans ce cas, si vous simplifiez par m et vous multipliez par 2, donc vous aurez que v carré est égal à 2 fois gm sur r. Donc c'est le carré de la vitesse. Donc cette vitesse minimale d'évasion d'une certaine planète, elle est égale à la racine de 2 fois gm divisé par le rayon de la planète R. Donc, si vous donnez au projectile une vitesse initiale qui est équivalente à cette valeur, le projectile va pouvoir échapper à l'attraction gravitationnelle de la planète et continuer son chemin dans l'espace sans avoir à retomber sur la surface de cette planète. Bon, je vous donne quelques exemples numériques. Par exemple, sur notre planète Terre, où l'accélération gravitationnelle est équivalente à 9,8 mètres par seconde carré, cette vitesse d'évasion, cette vitesse minimale,
est équivalente à 11,2 km par seconde. Donc, pour lancer un objet et le faire échapper de la gravité terrestre, il faut le lancer avec une vitesse minimale de 11,2 km par seconde. Donc, c'est le cas des fusées qui sont lancées vers l'espace. Donc, ils doivent partir avec une vitesse minimale de 11,2 km par seconde. Donc, pour la planète Jupiter, qui est une planète beaucoup plus grande que la Terre, qui a une attraction gravitationnelle beaucoup plus grande que notre planète Terre, sur la planète Jupiter, vous avez besoin d'une vitesse minimale d'à peu près 59,5 km par seconde. Donc, ce qui est une valeur beaucoup plus grande que la vitesse nécessaire sur Terre. Du fait que la taille de la planète Jupiter est beaucoup plus grande que la taille de la planète Terre, d'où son attraction gravitationnelle qui est beaucoup plus grande. Par contre, pour la Lune, par exemple, qui est plus petite que notre planète Terre, une vitesse de 2,38 km par seconde sera suffisante pour faire libérer un objet de l'attraction lunaire. Pour le Soleil, par exemple, qui est le plus gros objet de notre système solaire, et vous imaginez bien que l'attraction du Soleil est beaucoup, beaucoup plus grande que toutes les autres planètes de notre système solaire. Donc, si vous vous trouvez à la surface du Soleil, ce qui est impossible, mais un cas théorique, un objet qui se trouve à la surface du Soleil aura besoin d'une vitesse de 618 km par seconde pour pouvoir échapper au Soleil. Un autre exemple, un objet beaucoup plus massif que notre Soleil, c'est une étoile à neutrons. Bon, on va détailler, on va expliquer ce que c'est une étoile à neutrons dans les séances suivantes. Mais une étoile à neutrons qui est beaucoup plus massive que notre Soleil, vous aurez besoin de 2 par 10 à la puissance 5 km par seconde pour pouvoir échapper à une telle étoile qui est très, très dense et très, très massif. Donc, je vous donne un exemple, un petit calcul pour voir un peu les grandeurs. On va considérer un astéroïde qui se dirige vers la Terre avec une vitesse de 12 km par seconde. Donc, un objet dans l'espace qui se dirige vers notre planète avec une vitesse de 12 km par seconde et qui se trouve à une distance équivalente à 10 R, donc 10 fois le rayon terrestre. Bon, on va négliger les effets de l'atmosphère. On va trouver approximativement la vitesse d'impact de cet astéroïde avec la Terre. Donc, on a la masse de la Terre qui est 5,98 par 10 à la puissance 24 kg et le rayon terrestre qui est 6,37 10 à la puissance 6 mètres. Comme toujours, comme d'habitude, on va utiliser la conservation de l'énergie. Donc, énergie cinétique plus énergie potentielle finale est égale à cette même somme d'énergie initiale. Bon, la masse la Terre qui a une masse très grande par rapport à l'astéroïde, donc on va négliger le déplacement de la Terre, donc on va considérer seulement le déplacement de l'astéroïde et l'énergie cinétique ou bien les énergies de l'astéroïde. L'énergie cinétique de l'astéroïde, bien sûr, l'énergie potentielle correspond au système formé par les deux objets. Mais en termes d'énergie cinétique, puisque le déplacement c'est surtout celui de l'astéroïde, donc on va considérer seulement son énergie cinétique en négligeant le déplacement de la Terre. Donc, m demi mv carré final moins gmm sur R, qui est la somme des énergies à l'état final,
I est égal à la somme des énergies à l'état initial, donc qui est n demi m P initial au carré, moins GMM, cette fois divisé par 10R, parce que c'est la distance initiale à laquelle se trouve cet objet. Donc, on divise par petit m, on multiplie par 2, donc ce qui nous donne V carré final est égal à V initial au carré plus 2 fois GMM, pardon, 2 fois GM sur grand R qu'on met en facteur, il nous reste 1 moins 1 dixième, donc 0,9. Par application numérique, donc VI carré qui est 12 par 10,3. Pourquoi 10 par 10,3? Donc pour la mettre en mètres, pour transformer le kilomètre en mètres. Là, je vous le rappelle, il faut toujours faire cette conversion. On utilise toujours les trois unités principales qui sont le mètre, le kilogramme et la seconde. Donc, c'est 12, 10 à la puissance 3 au carré, plus 2, 6,67, 10 moins 11 qui est G, fois la masse de la Terre, 5,98, 10 à la puissance 24, divisé par le rayon, 6,37, 10 à la puissance 6, fois donc ce facteur de 0,9, ce qui nous donne une vitesse au carré de 2,567 par 10 à la puissance 8, mètres au carré seconde carré, donc c'est une vitesse au carré. Donc la vitesse finale est de 1,6 par 10 à la puissance 4 mètres par seconde, ce qui correspond à 16 km par seconde. Donc une vitesse très grande de cet objet qui pourra frapper la Terre, donc ou bien s'il avait une vitesse initiale de 12 km par seconde. Là, je vous donne un exemple pour voir un peu les grandeurs ou bien les grandeurs de ces impacts. Par exemple, si vous prenez un astéroïde qui mesure à peu près 5 mètres, l'énergie qu'il va déposer par son impact avec la surface terrestre, c'est une énergie qui est équivalente à l'énergie d'explosion d'une bombe atomique. Seulement un objet de 5 mètres. Alors, vous imaginez bien les quantités d'énergie qui sont déposées par ces impacts. Par exemple, si l'objet était de 500 mètres, alors là, les quantités d'énergie déposées, ou bien la quantité d'énergie déposée sera suffisante à éliminer toute forme de vie sur la surface terrestre. C'est comme ce qui s'est passé aux dinosaures il y a à peu près 70 millions d'années. Donc, un astéroïde d'à peu près 500 mètres qui a frappé, donc il a éliminé presque 90% de la forme de vie sur la planète Terre. Bon, je termine cette vidéo. Dans la séance prochaine, on va voir les lois de Kepler, qui sont les lois qui définissent les mouvements planétaires autour du Soleil et les trajectoires elliptiques et leurs énergies avec tous les détails nécessaires. Donc, je termine cette vidéo. Protégez-vous bien du coronavirus et aussi des astéroïdes si vous en trouvez un. Voilà.